Bonjour à tout le monde. Merci de vous être inscrits et connectés à ce webinaire, donc aujourd'hui dédié aux installations de chaleur solaire collective en eau technique. Donc je suis Edwige Porcher du syndicat Enerplan. Aujourd'hui, nous avons plusieurs intervenants. Donc l'animateur de ce webinaire, Daniel Munier de Texol, qui nous présentera le projet des Géosols et qui donc ensuite se chargera d'animer le webinaire et également de répondre aux questions ou d'animer la partie questions avec mon assistance. Donc ensuite, nous allons céder la parole à Olivier Correc du CSTB qui nous parlera de la réglementation au niveau du système d'eau chaude sanitaire. Puis Loïc Girard nous présentera les résultats du projet des Géosols. Et ensuite, à nouveau, nous laisserons la parole au CSTB avec Nathalie Garec sur la partie des analyses bactériologiques. Après ces présentations, nous donnerons la parole à Philippe Papillon qui élargira le sujet sur l'eau technique un petit peu au-delà de ce projet des Géosols et également en ce qui concerne les travaux SOCOL qui sont en cours. Donc juste en introduction pour rappeler que ce webinaire est organisé par Enerplan, donc dans le cadre de l'animation de la filière chaleur solaire. Donc la spécificité évidemment, c'est que nous animons ces webinaires dans le cadre de SOCOL, qui, je le rappelle, depuis 11 ans maintenant, regroupe les acteurs de la chaleur solaire collective. Et donc, aujourd'hui, nous avons une bonne boîte à outils en ligne qui permet aux acteurs d'aller s'intéresser à la chaleur solaire, voir des résultats de projets, de réalisation, de suivi, et également d'avoir accès à des outils pour mener à bien les projets de chaleur solaire collective. Vous retrouvez sur le site SOCOL les résultats du travail de tous les participants au groupe de travail SOCOL depuis 11 ans et évidemment actuellement. Et donc ce site internet, il nous permet d'élaborer des outils, mais bien évidemment aussi d'animer la filière au niveau national et au niveau régional également avec des partenaires. Dans ce cadre-là, nous avons réalisé déjà depuis 4 ans des webinaires. Et depuis le début de l'année, vous voyez sur cette diapo les webinaires qui ont déjà eu lieu. Donc, vous les retrouvez, ces webinaires, sur le site SOCOL si vous n'avez pas pu y assister, également en replay avec les présentations qui sont aussi disponibles sur la partie membre du site SOCOL. Et puis, le prochain webinaire, ce sera le 2 juin à 9h30. Donc, nous nous intéresserons à des applications spécifiques du solaire thermique, notamment le chauffage, le froid et les réseaux de chaleur, et à la façon dont on peut évaluer le potentiel d'une installation de chaleur solaire sur ces applications, prédimensionner éventuellement le projet, et puis ensuite s'adresser à un professionnel pour un dimensionnement lorsque le projet prend forme. Donc voilà, je vous invite à noter cette date. Et la semaine prochaine, nous diffuserons via SOCOL les modalités pour s'y inscrire. Donc, je vous rappelle que le site SOCOL est en accès libre et gratuit. Donc, vous pouvez vous y connecter pour avoir accès à tous les outils. Et pour se connecter à la partie membre, il suffit de faire la demande de devenir membre. Donc, ça prend quelques secondes. C'est complètement gratuit. Ça vous permet d'avoir accès au replay des webinaires, mais également à tous les outils en partie membre, notamment par rapport au groupe de travail, et puis à être informé par la newsletter, justement, des prochains webinaires, des actualités du solaire thermique. Voilà, j'en dirai pas plus sur SOCOL. Si vous êtes intéressé, bien sûr, vous pouvez vous connecter et nous envoyer un message. Je vais maintenant laisser la parole à Daniel Munier, donc de Texol, qui va nous rentrer dans le vif du sujet et nous expliquer tout d'abord le contexte du projet Les Géosols et puis assurer l'animation de ce webinaire.
Très bien, bonjour à tous. Alors, je vais me mettre directement alors, hop, sur le mode, alors c'est toujours pareil, hein. Voilà, normalement, je devrais pouvoir me mettre en mode, excusez-moi, c'est juste que j'ai un problème de, voilà, c'est bon. Hop, c'est bon, je vais pouvoir me mettre en mode, voilà. Donc, je suis Daniel Munier, donc je vais un petit peu me charger à la fois de la présentation de cette introduction du projet Légiosol qui a vraiment été eu l'ambition de regarder et d'étudier l'intégration du solaire thermique dans le secteur médico-social, mais je vais également ensuite essayer de répondre à vos questions et puis d'orienter vers l'aiguiller un petit peu toute la partie de sorte que temps ensemble soit vraiment riche et plein d'échanges. Alors, les géosols, je vois que parmi les participants, un certain nombre connaissent ce projet. Il a une ancienne genèse, un petit peu de plus de 5 ans. C'est tout simplement que depuis un certain temps, bien sûr, le solaire thermique a éveillé pas mal de questions, notamment auprès des ARS, des agences régionales de la santé, quant à la dangerosité éventuellement ou et les impacts d'une installation solaire thermique collective dans la production d'eau chaude dans ce secteur-là. Et donc, on a commencé à travailler côté Texol avec les ARS en direct, notamment avec l'ARS Languedoc-Roussillon, puis Midi-Pyrénées, et avec l'ADEME, vraiment main dans la main, on s'est dit il faut vraiment aller plus loin que ça et avoir une approche scientifique sur l'évaluation des risques d'une part, donc la première phase de ce projet Légiosol, puis regarder clairement dans une approche technico-économique que veut dire la mise en eau technique versus l'eau sanitaire classique sur les schémas et les réalisations en solaire thermique collectif. Donc, vous voyez que dans ce projet Légiosol, qui a duré plusieurs années, on a eu, autour d'une coordination de notre bureau d'études Texol, la participation à la fois du CSTB, on le verra par la suite de la présentation, et du caustique, pour d'abord évaluer le risque sanitaire, donc on le verra, recensement des installations, analyses diverses et variées, à la fois performantielles mais également bactériologiques, c'est très important de pouvoir avoir cette systématisation de qu'est-ce que ça veut dire finalement en termes de risque. Et puis derrière, de bien regarder quels étaient les impacts des régulations en eau technique par rapport aux solutions autres. Dans une optique, bien sûr, d'avoir une optimisation technico-économique, donc en jouant à la fois sur le réel, hein, donc tout un parc d'installations qu'on a étudié, puis par la suite, regarder en extrapolant avec de la modélisation. C'est là que le caustique est intervenu. Et en fait, aujourd'hui, malheureusement, pour un certain nombre de raisons, le caustique n'est pas présent. Mais en fait, ils ont fait partie de ce projet. Voilà, donc l'idée était vraiment, à partir de Légiosol, de, on va dire, prouver et de donner vraiment un background sérieux à plein de choses qui se disaient sur le solaire dans le milieu médico-social. Et ça nous permet, bien sûr, au cours de ce temps ensemble, de parler plus généralement à la fin de l'eau technique et de son intégration. Voilà, donc sans plus tarder, je passe la main à Olivier Correc pour un petit peu commencer à vous parler du contexte réglementaire. Donc Olivier, tu peux, je pense, prendre la parole. Et Oui, je je suis en pense train. faire bouger un petit peu les diapos, à moins que Edwige soit d'accord pour lui donner la Oui, main oui, à voir. je lui donne la main tout de suite. Ok, Bonjour à très tous, bien. donc Donc Olivier je vous Correct, répète, pendant que Edwige donne la main, très bien. À vous, à toi. Bonjour à tous, donc Olivier Correct du CSTB. Je fais la manip comme chacun des intervenants de l'affaire pour vous permettre d'afficher la présentation.
Voilà, donc ça devrait être bon. Donc effectivement, donc je travaille au CSTB, donc merci à Nerplan et à Socol de pouvoir nous donner la parole pour présenter ce projet Les Géosols. Le CV, Centre scientifique et technique du bâtiment, nous sommes intervenants dans ce projet à plusieurs titres, hein. Donc moi-même et ma collègue Nathalie Carrec. Je suis en charge aujourd'hui de vous présenter le contexte réglementaire dans lequel s'est inscrit ce projet Les Géosols. Au niveau de ce contexte réglementaire, au sens large, si on parle d'eau destinée à la consommation humaine, hein, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, il s'inscrit dans un document qui est aujourd'hui principal au niveau français, qui est le Code de la santé publique, qui stipule à travers un certain nombre d'articles des généralités, on va dire, au niveau notamment de la définition donc, de cette eau destinée à la consommation humaine qu'on appelle de manière raccourcie le DCH, et également des articulations au niveau des matériaux au contact de cette EDCH et par ailleurs également sur des éléments de retour d'eau que l'on peut retrouver dans les bâtiments ou encore des procédures en ce qui concerne les procédés et produits de traitement. Ce code de la santé publique n'est pas suffisant pour expliciter d'un point de vue pratique les obligations de terrain. Donc généralement, à travers ces articles, sont de manière complémentaire publiés un certain nombre d'arrêtés qui expriment de manière pour le coup très précise ces exigences. Alors je ne vais pas décliner l'ensemble de ces exigences en ce qui concerne cette ODCH, mais me focaliser sur l'exigence qui nécessite une maîtrise de la température, notamment en vue des maîtrises de risque de légionnelle dans ces réseaux. Au niveau des arrêtés existants, on en a trois principaux, on va dire. Le premier qui concerne cette maîtrise spécifiquement de la température, on le verra plus précisément dans le transparent suivant, donc qui est celui du 30 novembre 2005. Un arrêté qui concerne plutôt les limites et les références de qualité en ce qui concerne les eaux brutes et également les EDCH, avec un certain nombre de paramètres physico-chimiques et microbiologiques. À noter, puisqu'on n'entrera pas dans le détail de ce document, qui notait qu'en termes de référence de qualité, il y a une température de l'eau froide qui ne doit pas excéder 25 degrés. Enfin, par ailleurs, il existe l'arrêté du 1er février 2010 qui est lui consacré à la surveillance des légionnelles donc dans ces installations de production, de stockage et distribution d'eau chaude sanitaire, donc qui donne essentiellement des notions de fréquence, de mesure de température et d'analyse de légionnelles dans un certain nombre de points clés de l'installation, en fonction notamment des types d'installations, qu'elles soient notamment de santé ou d'autres typologies. Ces arrêtés sont également complétés par des circulaires. Je vais noter essentiellement les circulaires qui sont liés à ces arrêtés. Je ne vais pas rentrer dans le détail non plus, mais je vous les ai mis pour mémoire. Ce qui nous concerne, nous, c'est celle du 22 avril 2002 et celle du 28 octobre 2005, puisqu'elles concernent spécifiquement les établissements de santé et les établissements d'hébergement pour personnes âgées. Donc, si on rentre un peu plus dans le détail, comme je le mentionnais, sur le du 30 novembre 2005, si le transport bien passé. Voilà. Donc, cet arrêté de 30 novembre 2005 est venu modifier celui du 23 juin 1978, qui concerne les installations fixes, des chauffages, en eau chaude sanitaire, des bâtiments d'habitation, des locaux de travail et des locaux recevant du public. Donc, il est extrêmement large d'application, qui était beaucoup attendu, notamment pour maîtriser les risques de brûlure. Il comporte un certain nombre d'exigences au niveau du système de production d'eau chaude sanitaire et de la distribution d'eau chaude sanitaire. En prenant le premier, donc la production d'eau chaude sanitaire, il est stipulé que pour les volumes, le volume total des équipements de stockage, lorsqu'il fait un volume plus de 400 litres, une exigence de température est imposée à la sortie de ces équipements avec une température en permanence de 55 degrés. Donc ça, c'est clair. Il y a néanmoins une exception, comme vous pouvez le voir juste au niveau de l'astérix en dessous le tableau, à l'exclusion et à l'exception des ballons de préchauffage. Donc, de fait, tout de suite, on peut comprendre qu'à travers cet arrêté, tout ce qui est
production d'eau chaude sanitaire par des récupérations d'énergie ou énergie alternative n'est pas concerné, ne sont pas concernés par cette exigence de 55 degrés à la sortie en permanence de ce stockage d'eau chaude sanitaire. Pour compléter, sur ces équipements, vous avez également, ce n'est pas possible, une exigence de montée en température qui est imposée une fois tous les 24 heures. Cette montée en température est explicitée par l'annexe 1 qui est également mentionnée sur mon transparent, donc qui donne des températures avec des temps de contact et des températures associées. Donc, encore une fois, les ballons de préchauffage ne sont pas non plus concernés par ces montées en température suffisantes. Par ailleurs, vous avez l'exigence concernant le volume de distribution, puisque vous avez l'imposition de respecter une température de 50 degrés dès que le volume entre le point de mise en distribution, donc à l'endroit où on est à la sortie de l'équipement de production d'eau chaude sanitaire, et le point d'usage le plus éloigné, lorsque ce volume est supérieur à 3 litres, vous devez imposer en permanence une température de 50 degrés, donc à la fois sur les canalisations de distribution aller, mais également sur le retour d'eau chaude sanitaire. Donc c'est des choses qui sont maintenant, je pense, connues, mais qu'il est important de mentionner, puisque parfois il y a encore des questions qui se posent sur ce sujet-là. Donc en clair, ça veut dire que lorsque vous avez des antennes terminales, hein, donc c'est-à-dire non bouclées, lorsqu'elles sont inférieures à des volumes de 3 litres, vous avez tout à fait le droit de ne pas maintenir à 50 degrés ce volume d'eau. De manière complémentaire, comme je vous présentais en préambule, 2 circulaires ont été publiées suite à ces arrêtés. Donc la circulaire du 22 avril 2002 et celle du 28 octobre 2005, hein, concernant les 2 types d'établissements précédemment mentionnés, avec une exigence au niveau des dispositifs et notamment des réservoirs de stockage d'eau chaude, hein, spécifiquement pour ceux qui sont préchauffés, avec une action spécifique qui était demandée. Donc je reprécise bien, c'est les réservoirs de stockage d'eau chaude sanitaire qui peuvent être préchauffés à partir d'un système de récupération d'énergie. L'action spécifique mentionnée dans ces circulaires est de supprimer tous ces réservoirs lorsqu'on n'était pas capable de maintenir à ces réservoirs une température supérieure à 55 degrés. Donc ça vient quelque part à l'inverse de ce qui est mentionné dans l'arrêté précédemment mentionné. Pourquoi? Parce qu'on est dans une plage de température qui reste favorable au développement bactérien. De manière complémentaire, je me suis permis également de rajouter ce document qui n'est pas d'un niveau réglementaire, hein, puisque ça reste un document technique, un guide technique, hein, qui est le document d'aide à la conception des installations d'eau sanitaire, hein, pour ces mêmes établissements, qui a été publié par l'Agence régionale de santé et le CSTB en mars 2004, et qui précise que dans le cas d'un système de récupération de calories de type solaire, condensat de fumée ou autre, le stockage de cette énergie ne devra pas être réalisé sur le réseau secondaire, donc eau chaude sanitaire, mais sur une eau technique, donc réseau primaire, dans l'objectif de maîtriser ce risque sanitaire. Voilà, un peu pour être exhaustif sur cette partie réglementaire et technique en ce qui concerne le stockage. Et pour terminer, j'ai rajouté également un rappel sur le dimensionnement et les règles de dimensionnement de la boucle d'eau chaude sanitaire, hein, ce qui date maintenant de 2013 avec la mise à jour du TTU 60.11, avec donc cette exigence de vitesse minimale pour éviter les dépôts et les biofilms, hein, vitesse de 0,2 mètres par seconde au minimum. Un minimum aussi en termes de dimensionnement des diamètres des canalisations, hein, que vous pouvez visualiser sur cette diapositive, pour lutter contre le risque d'obstruction par entartrage. Et enfin, une exigence sur on va dire les passages de fluide au niveau des organes de réglage pour absolument faire en sorte qu'on ait au moins 1 mm pour éviter le colmatage, puisque dans un réseau d'eau chaude sanitaire, on est sur un réseau qui est consommé, donc avec un apport de minéraux continuel, et on est exposé à la présence éventuellement de particules, voire de dépôts minéraux. Donc on se doit de pouvoir permettre à ces dépôts de pouvoir circuler librement. Et enfin, des règles de conception générale sur la longueur des antennes terminales, inférieure à 8 mètres,
et faire en sorte d'avoir un réseau simple en termes d'architecture et de conception de la boucle d'eau chaude sanitaire, en réduisant au maximum le nombre de boucles et d'éviter absolument le multibouclage, et notamment sur des pratiques qui datent maintenant un peu, mais qui sont encore malheureusement constatées, à savoir boucler au plus près des points d'usage avec parfois même un bouclage par robinet. Donc ce type de conception est à proscrire pour des raisons d'équilibrage hydraulique qui est impossible à réaliser, et on se trouve dans des situations propices au développement bactérien puisque on a des débits qui sont insuffisants pour atteindre les températures exigées par l'arrêté du 30 novembre. Voilà, c'est peut-être un peu rapide, mais en tout cas, on a l'essentiel sur le contexte réglementaire concernant les installations d'eau chaude sanitaire. Merci Daniel, beaucoup. je te redonne peut-être la main. Donc là, de toute façon, je vais passer la parole à Loïc Girard pour la présentation de l'Égiosol. Loïc. Les résultats, donc. Et en attendant, effectivement, en attendant, pareil, je vous invite toujours à poser des questions éventuellement sur le chat. N'hésitez pas par rapport à ce qui a été dit et les questions que vous auriez même avant qu'on présente. Ça nous permettra d'adapter sans doute aussi notre discours. Au niveau du son, c'est bon, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, c'est parfait. On t'entend. Oui, bon, je suppose. Bonjour à tous, Loïc Girard Texol. Pardon, excusez-moi, j'ai d'autres sur le son. Loïc Girard, bureau d'études Texol, donc c'est moi-même qui ai mené, qui ai piloté donc le projet l'Égiosol en compagnie de nos partenaires du CSTB, du CTB, du Caustic et de l'ADEME. Donc, je vais vous présenter le contenu de cette étude, de ce projet l'Égiosol. Donc, dans un premier temps, on a tenu à faire un état des installations solaires thermiques dans le secteur du médico-social. Donc, pour cela, on a répertorié le maximum d'installations solaires thermiques existantes dans ce secteur. On a eu des informations pour une grosse cinquantaine d'installations, 54 exactement. Et on a pu tirer les enseignements suivants sur l'étude précise de ces 50 installations, ces 54 exactement, pardon. Donc, parmi ces 54 installations, une trentaine ont été équipées de systèmes de mesure. Une trentaine d'installations pouvaient être surveillées, pardon. Sur cette trentaine de systèmes de mesure répertoriés, seulement une petite vingtaine pouvaient être exploités. Nous avons pu exploiter les données sur une petite vingtaine, 18 exactement. Donc, un premier enseignement, c'est que malgré les dispositions, la volonté de l'ADEME et des différents acteurs du domaine de toujours mettre en place du télésuivi, il n'y a pas toujours du télésuivi et ces supervisions ne sont pas toujours exploitables et ou exploitées. Donc, c'est un premier enseignement parce que nous, à Texol, on prône un télésuivi des installations comme quelque chose d'important pour le bon fonctionnement de ces installations. Donc, ça, c'est un premier enseignement. Ensuite, on a constaté que 80% des installations répertoriées étaient conçues après 2005, donc ce qui correspond à peu près à l'évolution du marché. Au niveau de la répartition géographique, elle était plutôt dépendante des sources sur ces installations. Donc, les principales sources étaient nous-mêmes à Texol et l'ADEME. Elles représentaient bien les régions dynamiques, donc particulièrement le sud de la France, Occitanie, Aquitaine, PACA et aussi Auvergne-Rhône-Alpes. Sur ces installations, on a constaté, donc on a répertorié les installations qui étaient en eau technique, en stockage eau technique, de type eau technique, et les installations de type en stockage sanitaire. On a constaté une réelle modification à partir de 2006. Toutes les installations en eau technique apparaissent à partir de 2006, donc font bien suite au circulaire évoqué par Olivier Correc du CSTB dans sa partie de présentation. Très peu d'installations récentes. L'étude date un peu, mais la plus récente dans le secteur médico-social datait de 2014.
ce qui est plutôt cohérent avec le contexte du marché solaire thermique qui est un peu en baisse actuellement. Et on a constaté que l'eau technique était plutôt privilégiée pour des stockages importants. Donc, plus le risque sanitaire est grand, dans des cas où le risque sanitaire est plus grand, donc pour des plus gros volumes. Plus le volume est important, plus le risque est important. Donc, on a recours à l'eau technique. Voilà. Voilà pour l'état des lieux qu'on a pu dresser sur les installations existantes. Ensuite, on est rentré dans le détail de toutes ces installations. Donc, on a analysé les schémas hydrauliques, analysé les modes de fonctionnement, on a analysé les données en notre possession, les données de performance en notre possession, on a analysé également les carnets sanitaires qui nous ont été fournis. Donc, les points à retenir de ces analyses plus poussées, c'est que on a très souvent rencontré des présences de zones mortes sur les schémas hydrauliques. Donc, soit des piquages mal positionnés sur les ballons, donc une partie du ballon non utilisée, soit l'absence, par exemple, de déflecteurs en partie basse des ballons pour bien avoir une irrigation et une mise en mouvement et éviter à tout prix la stagnation dans les ballons de stockage sanitaire qui peuvent être un facteur de problématiques et de prolifération de légionnelles. On a remarqué très souvent, que la température de bouclage était inférieure aux températures réglementaires. On a remarqué également que seulement 45% des installations étaient, entre guillemets, en bon état de fonctionnement, c'est-à-dire qu'elles respectaient les critères minimaux de productivité imposés, exigés, recommandés, par l'ADEME. 42% des installations où l'eau du stockage n'est pas renouvelée de façon journalière, c'est-à-dire que très souvent, on va le voir par la suite également, on a souvent des volumes de stockage qui sont trop importants par rapport à la consommation. On a également donc tous ces facteurs sont un peu corrélés. On a souvent des installations qui sont surdimensionnées dans plus de 50% des cas. Donc ça rejoint un peu le ratio d'installations en bon état de fonctionnement. On a, suite aux analyses des carnets sanitaires, une présence de légionnelle détectée dans 5 installations sur la grosse cinquantaine qu'on a regardé à la loupe, dont 3 installations non techniques. Donc on a tenu à préciser ça pour bien démontrer que, enfin pas démontrer, mais pour attirer l'attention sur le fait que le solaire ne peut pas être seul fautif sur la présence de légionnelle. Voilà. La légionnelle a été détectée 2 fois sur 5 dans le circuit de distribution et non sur la production solaire. Donc, en grosse conclusion, les préconisations existantes ne sont pas correctement, sont dans la majeure partie des cas pas correctement respectées. Donc, il y a vraiment un rappel sur le bon usage du solaire thermique. Et donc là, on considère qu'il est vraiment très important de rappeler les usages de dimensionnement et de conception d'une installation solaire thermique. On est rentré sur une analyse un peu plus précise par la suite sur les données exploitables par les supervisions. Alors, dans un premier temps, on s'est attardé sur la notion de température dans les systèmes en stockage sanitaire. Donc, 2 points de température ont été étudiés. Le point de température dans le stockage, donc sur la partie droite du tableau, et les points de température en sortie de la pointe, donc en départ de distribution sanitaire. Donc, on a analysé les moyennes de temps passé dans les différentes plages de température sur une année en ces différents points. Et on constate, comme vous pouvez le voir sur la partie droite, que sans réelle surprise, on sait que le fonctionnement système solaire est un fonctionnement intermittent en fonction des saisons et de l'horaire des journées. Et dépendant de l'ensoleillement, on a près de 50% du temps, en moyenne, des températures entre 25 et 60 degrés, donc pas forcément très conseillé pour éviter le développement de la légionnelle, dans les stockages solaires. Donc ça, pas vraiment de surprise, c'est un constat plutôt. Par contre, sur la partie gauche, on a regardé la partie distribution et on constate que les règles de préconisation sur les départs ECS sont pas forcément respectées puisqu'on a 25% du temps, on est en dessous de 55 degrés, en dessous de la réglementation, et en dessous entre 45 et 60 degrés, donc limite presque la moitié du temps. Donc, encore une fois, on attire l'attention sur la conception globale du système sanitaire, pardon, et le respect des réglementations sanitaires. Ensuite, on s'est pensé sur le deuxième critère, le critère de renouvellement du stockage, pour éviter la stagnation de l'eau dans le stockage solaire. On a regardé, donc sur la partie droite du tableau, on a estimé ce qu'on a appelé les nombres de jours à risque.
Donc, c'est les jours où au moins un des critères de risque bactériologique est identifié. Donc, soit des températures dans les plages critiques, soit un non-renouvellement du stockage, une stagnation, donc un potentiel bactériaux. Ce qui est surtout intéressant dans cette diapo, c'est la partie droite. On remarque que plus de la moitié de l'année, en moyenne, sur les installations étudiées, le ballon n'est pas renouvelé. Donc, on revient au premier constat qu'on a fait sur l'analyse technique. On a vraiment très régulièrement des stockages qui sont surdimensionnés et donc un renouvellement du stockage non assuré. On a effectué la même démarche sur les systèmes en stockage de type eau technique. Et ce qui est vraiment intéressant, là, une fois de plus, c'est de constater donc, que sur la partie, sur l'analyse des températures en sortie d'appoint, donc en départ distribution, on est presque 40% du temps inférieur à 55 degrés, 39%. Donc, eau technique ou eau sanitaire, la problématique légionnelle est toujours présente. Voilà. Alors, l'idée n'est pas de complètement discriminer le solaire, hein, le stockage solaire, mais c'est de bien montrer qu'il y a vraiment une prise de conscience à prendre sur la conception globale du circuit sanitaire et non pas uniquement pointer du doigt le système solaire. Donc, en conclusion de ces différentes analyses, donc la grande conclusion, c'est, je le rabâche, hein, c'est vraiment un respect des bonnes pratiques en termes de conception. Plusieurs points clés semblent insatisfaisants. Donc la température d'appoint, qui n'est parfois très souvent non maîtrisée. La longueur importante et faible des calorifuges entre la canalisation avant l'appoint, donc entre le solaire et l'appoint, qui peuvent être source de problèmes. Très souvent la présence de zones mortes dans les ballons de stockage solaire. Donc j'y reviens à non-présence de déflecteurs et ou ballons non entièrement renouvelés. Donc, on encourage donc à une possibilité de retravailler les schémas hydrauliques, donc supprimer les bras morts, donc vraiment faire ces rappels sur les piquages à respecter sur les ballons. Les températures de bouclage souvent trop faibles pour limiter la prolifération des bactéries, donc une fois de plus sur le réseau sanitaire, et des installations solaires sous-performantes et souvent surdimensionnées, donc qui vont entraîner des gros dysfonctionnements d'installation et des stockages qui vont être très souvent à des températures non adaptées et encore plus sujettes à la prolifération de la bactérie. Une préconisation vraiment, c'est encore de communiquer davantage sur les ratios de consommation journalière conseillés par Socol pour dimensionner encore mieux les installations solaires. Donc ça, c'est le constat. Je vais peut-être juste t'interrompre parce que j'ai une question concernant l'explication des écarts-types. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consistaient les écarts-types des diapos précédentes? Juste ça. L'écart-type permet d'avoir une aperçu est-ce que la moyenne est significative ou pas, en fait. Plus on a un écart-type important, plus on a une disparité, on s'éloigne de la moyenne, en fait. C'est-à-dire que plus l'écart-type est faible, plus l'ensemble des installations se rapproche de la moyenne, plus l'écart-type est important, plus on s'écarte de la moyenne, en fait. Je sais pas si je suis clair. En gros, plus on a un écart-type important, plus ça veut dire qu'on peut avoir des installations qui s'écartent énormément de la moyenne, autant dans l'accident de tous. Voilà. Pardon? Bon, je continue. Dispersion, ouais. Ok. Dispersion. Exactement, ouais. Ok. C'est ça. Donc je poursuis. Donc ça c'était l'état des lieux de ce qui se fait. Et donc la deuxième phase de notre projet du projet Les Géosols était d'essayer de préconiser des systèmes en eau technique les plus performants possibles, puisque il faut se rendre à l'évidence, toutes les installations solaires nouvelles doivent se faire en eau technique. Et donc l'idée c'est de ne pas dégrader les performances de l'installation solaire par le fait de passer sur un stockage en eau technique. Donc, dans un premier temps, on s'est tout d'abord, et surtout, on s'est attelé à la régulation, qui nous semble un élément important de la performance et de la dégradation des performances en eau technique. Donc, on a répertorié les systèmes de régulation existants. Donc, le premier système, c'est une régulation du circulateur de décharge de détection de débit. C'est-à-dire que, vous voyez sur la diapo, la pompe P3 va s'enclencher uniquement quand on aura du débit du débit qui va passer sur l'arrivée d'eau froide.
Donc, elle est enclenchée une fois que ce commutateur de débit donne l'information. Et donc, elle est pilotée avec une consigne de température dans les ballons de stockage solaire. On a constaté sur ces types de régulation que l'écart est souvent important entre les performances et la réalité, entre la réalité et l'étude théorique, plutôt en défaveur du système solaire. C'est une solution qu'on conseille de ne pas préconiser, surtout si on a des faibles soutirages ou une intermittence importante. En effet, des faibles puisages vont faire démarrer la pompe, mais l'inertie de l'acheminement de la chaleur ne va pas permettre d'apporter l'énergie nécessaire à ce micro-puisage. Donc, ce type de régulation nous semble pas forcément à préconiser. Un autre type de régulation nanotechnique, une régulation de type circulateur avec des charges sur horloge. Donc, la pompe cette fois-ci, n'est plus pilotée en fonction du débit, mais elle est sur une horloge. Cette horloge, la pompe va fonctionner à vitesse fixe, et cette horloge va mettre en fonctionnement la pompe sur des plages horaires qui seront à prédéfinir en fonction des puisages, des grosses périodes de puisage estimées. Cette plage horaire peut être assez large, hein, elle peut être uniquement la journée ou uniquement sur un puisage du matin, du midi et du soir. Donc c'est une technologie simple, très facile en termes non seulement de travaux, mais surtout en termes d'exploitation. Et elle nécessite une maîtrise des plages horaires dans le temps. Une type de régulation un peu plus perfectionnée à laquelle on a réfléchi, c'est de mettre en place cette fois-ci un circulateur qui fonctionne, donc toujours le circulateur P3, qui fonctionne en régime permanent, à vitesse variable, pour maintenir l'échangeur en température. Donc en gros, on maintient l'échangeur tout le temps en température, ce qui évite justement l'inertie dont je parlais tout à l'heure. Et la 23 voies va être pilotée en fonction de la température en haut du ballon. Donc, dès qu'on a suffisamment de température dans l'eau du ballon pour mettre à disposition au niveau de l'échangeur, cette 23 voies va s'ouvrir. Donc c'est un système qui est plus dynamique, plus performant. Après, il y a le désavantage d'être un petit peu plus complexe, donc un peu plus va nécessiter une meilleure maîtrise au niveau des équipes d'exploitation et au niveau des équipes d'installation. Voilà. Donc elle est particulièrement adaptée lorsque les profils sont non maîtrisés ou variables dans le temps. Ensuite, donc cette solution de régulation nous semblait intéressante, donc on a fait un zoom, on a essayé de voir s'il n'était pas possible, pour réduire les coûts, de la mettre en place via un préparateur ECS. Et on a étudié les différences de coûts au mégawattheure produit, donc un coût global, tenant compte de l'investissement, de l'exploitation et de la durée de vie de l'installation. On a essayé de calculer un coût global du solaire thermique, et on a comparé les coûts. Donc ce qui est important à retenir dans cette diapo, c'est non seulement que cette solution peut exister, c'est l'utilisation d'un kit ECS existant, il permet d'être plus performant, mais ce qu'on constate surtout, c'est qu'il est théoriquement tout à fait envisageable de recourir à une installation nanotechnique tout en restant compétitif économiquement. On voit que par rapport au cas de référence, qui est un cas en eau sanitaire, tous les cas en eau technique permettent de ne pas être très éloignés, parfois inférieurs en termes de coût par rapport à une solution en stockage sanitaire. Donc la principale raison est que l'investissement n'est pas aussi élevé qu'on aurait pu le croire, surtout parce qu'on constate un surcoût en termes du ballon de stockage. Lorsqu'on est le revêtement intérieur du ballon est un peu plus exigeant quand on est en stockage sanitaire plutôt qu'en eau technique. Et surtout, les coûts d'exploitation, c'est ce qui nous a été remonté surtout par les exploitants qui ont un peu participé au projet. Le coût d'exploitation est souvent beaucoup plus important en stockage sanitaire qu'en stockage de type eau technique. Et pour terminer, donc pour les installations existantes en sanitaire qui peuvent poser problème, on s'est posé la réflexion de savoir si c'était pertinent ou non de passer ces systèmes en eau technique. On a estimé les coûts de travaux. Donc c'est un coût moyen pour une installation entre 50 et 100 mètres carrés, qu'on vous présente là. On a estimé les surcoûts et on constate que l'écart du coût d'exploitation entre une installation sanitaire et une installation en eau technique, elle peut compenser la différence de performance et donc le surcoût d'investissement lié au coût de modification d'installation. Donc il peut être pertinent pour un établissement qui a une installation sanitaire de type stockage sanitaire et qui ne souhaite vraiment pas la remettre en service pour être conforme à la circulaire de 2005, il peut être envisageable
à un coût économique quasiment nul, de la remettre, de faire des travaux d'adaptation pour la passer en installation de type haut technique. Voilà. Je crois que j'en ai terminé. Oui, tout à fait. Nous avons une question de Loïc Vautrin qui demande peut-être un peu plus de précision sur le fait que les systèmes ECS seraient plus chers en entretien que les systèmes eau technique, comme tu l'as souligné en vertu des échanges que tu as eus avec les exploitants. Alors, c'est le même problème enfin, c'est la même problématique que pour l'investissement. Ce qui leur pose problème, c'est le nettoyage récurrent des ballons, en fait. C'est l'entretien des ballons, en fait, qui coûte beaucoup plus cher, a priori, d'après ce que nous ont montré les exploitants. Donc, le revêtement de type sanitaire est beaucoup plus complexe à l'entretien que le revêtement classique pour une installation en type eau technique. Sachant que je pourrais me permettre de rajouter que c'est aussi le principe que si le revêtement sanitaire en solution sanitaire n'est pas adjoint d'une très bonne qualité d'eau, bien maintenue et bien contrôlée, en fait, le système en eau sanitaire sera beaucoup plus impacté et beaucoup moins stable qu'une solution en eau technique où tous les problèmes éventuels pourraient se concentrer au niveau de l'échangeur et non plus dans la Exactement, ouais, tout à fait. Donc, c'est toujours pareil, c'est un problème beaucoup plus général qui peut après avoir des répercussions sur la partie solaire. Donc, peut-être Loïc, si tu en as. Ouais, vas-y. Ouais, j'en ai terminé. Ouais. Ok. Donc, on redonne la parole peut-être à Edwige pour, au moins la manip pour qu'on puisse enchaîner sur la partie suivante de notre voyage à travers l'eau technique. Oui, donc là, voilà, merci beaucoup. Je suis en train de passer la main donc à Nathalie Garec. Bonjour à tous. Merci Edwige de me passer la main. Donc, pour compléter la présentation qu'a fait Loïc, moi, je vais vous parler de la campagne d'analyse légionnelle qui a été faite. Donc, l'objectif, c'était d'acquérir des données de terrain concernant la présence de Legionella pneumophila. Cette étude a été menée sur 10 installations solaires de production d'eau chaude sanitaire, fonctionnant soit sur un schéma eau technique, soit sur un schéma eau morte. Donc, parmi les 54 installations qu'a évoqué Loïc tout à l'heure, nous avons défini des critères de sélection pour finalement n'en retenir que 10. Donc, l'idée principale, c'était d'avoir une répartition 50-50 entre les schémas eau technique et schémas eau sanitaire, d'avoir un interlocuteur qui soit motivé de manière à faciliter en fait les visites et les prélèvements, avoir une installation sur laquelle on avait déjà du recul. On a également choisi des localisations qui permettaient de réaliser facilement, de mettre facilement en place les instruments de mesure et de faire les prélèvements. Et priorité a été donnée aux installations qui étaient déjà équipées de systèmes de mesure, qui faisaient l'objet d'un contrat d'entretien, et également à celles qui avaient déjà eu, dans lesquelles la présence de Legionella avait été déjà mise en évidence avec un seuil à 1000 bactéries par litre. Alors, je voudrais passer à la diapo suivante. Et j'ai un petit souci. Je suis désolée, j'ai un petit souci. Alors évidemment, ça fonctionne toujours quand on fait les essais avant.
Est-ce que vous voyez mon écran toujours? Oui, il n'est pas en mode présentation, mais on voit la diapo Oh, qui est passée. oui, ben, j'étais obligée, voilà. Donc, désolée pour ce petit incident. Donc, pour préciser les modalités de la campagne, donc, les prélèvements ont été réalisés par les ingénieurs Texol. Et donc, on a choisi de faire sur chaque installation quatre prélèvements. Donc, l'arrivée d'eau froide, pour s'assurer qu'au moment de prélèvement, il n'y avait pas de présence de légionelles en amont de l'installation. Également un prélèvement en sortie solaire, un prélèvement en départ d'eau chaude sanitaire et un prélèvement en retour de boucle. Ce qui avait été prévu, c'était de faire 2 prélèvements par site, donc sur une campagne qui devait durer sur l'année, et avoir un prélèvement en période de chauffage et un en absence de chauffage. Les échantillons, une fois qu'ils ont été prélevés sur site, ont été expédiés à un laboratoire partenaire, le laboratoire Innovalis, qui est accrédité COFRAC pour ce type d'analyse. Et l'objectif, c'était de pouvoir faire les analyses dans les 24 heures qui suivent le prélèvement, par une analyse AFNOR NFT 90-431 qui a une limite de détection de 10 bactéries par litre et qui permet de détecter les micro-organismes par culture. Alors, en ce qui concerne les résultats, donc sur les 10 installations que nous avons sélectionnées, elles étaient réparties dans 3 régions. Donc, la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, la région Pays de la Loire et la région Occitanie. Pour cette installation, on a pu faire les 2 prélèvements qui avaient été envisagés. Et pour 3 installations, seul un prélèvement a pu être réalisé pour un total d'analyse légionnaire de 68. Donc, comme vous pouvez le voir sur ce tableau, on n'a jamais détecté de légionelles dans les arrivées d'eau froide, jamais en sortie solaire et jamais non plus dans le départ ECS. En revanche, on a détecté la présence de légionelles dans une des installations dans le retour de boucle à une concentration très faible, puisque c'est juste à la limite de quantification de la méthode, à 10 bactéries par litre. Donc, en conclusion, finalement, donc on a une absence de légionelles sur 9 des 10 installations, avec un point de vigilance sur l'installation sur laquelle la présence des bactéries a été détectée, puisque dès l'instant où elles sont présentes, il suffit d'un petit dysfonctionnement dans l'installation pour qu'il y ait une flambée de ces bactéries et qu'on atteigne les seuils de 1000 bactéries par litre très très vite. Et ce point de vigilance est évidemment à mettre en évidence avec tous les points de vigilance qu'a évoqué Loïc tout à l'heure sur l'analyse des données qu'il a pu effectuer. Alors évidemment, sur une petite campagne de cette nature qui concerne que 10 installations, avec 5 installations en eau sanitaire et 5 installations en eau technique, il n'est pas possible de faire une analyse statistique pertinente. On va dire que ça donne juste une photographie à un instant T. Voilà pour ce que je voulais vous dire à propos de la campagne. Et je redonne la main à Edwige. Merci beaucoup. Voilà, pour toutes ces précisions. Donc, nous allons donner la parole maintenant à Philippe Papillon. Et muté, voilà. Bonjour à tous, excusez-moi. Donc, moi, je vais continuer un petit peu le tour d'horizon des installations en eau technique et je vais élargir à différentes typologies d'installations, à d'autres variantes qui ont pu être rencontrées. Donc, la première variante
que je vais vous présenter reprend pas mal d'éléments communs avec ce que Loïc a pu présenter par ailleurs, mais a une prise en compte du réchauffage du bouclage sanitaire. Donc, on l'a vu sur les slides précédentes, le bouclage sanitaire est systématiquement présent dans ces installations. Dans le cas de certaines installations qui ont été monitorées, il a été mis en évidence un surdimensionnement des installations. Donc, une des façons de valoriser ce solaire, c'est aussi de le consacrer au bouclage sanitaire. Donc, la variante qui est présentée sur ce slide a quelques caractéristiques différenciantes. Elle est un petit peu plus complexe que les installations précédentes. Donc, d'une part, il y a une 23 voies sur le retour du bouclage. Cette 23 voies qui va diriger le solaire, le retour de bouclage, soit vers le solaire et en entrée de l'échangeur de préparation ECS, soit vers la pointe en fonction des températures respectives du retour du bouclage et du ballon solaire. Pour associer à cela, du côté secondaire de l'échangeur, on peut noter la présence, donc ça c'est pas forcément systématique, mais on peut noter la présence d'une 23 voies où finalement on va distinguer deux volumes au niveau du ballon solaire, une partie basse du ballon solaire qui va être plus froide et une partie haute qui va être plus chaude, ce qui va se retrouver avec du côté du primaire, du côté charge du ballon solaire, également cette 23 voies de façon à réchauffer la partie haute du stockage ou réchauffer la totalité du volume. Donc, comme je le disais, avantage, c'est une prise en compte du réchauffage du bouclage sanitaire. Côté inconvénient, on note l'augmentation de la complexité de l'installation dans sa globalité. Des points de vigilance, c'est la sélection, la mise en œuvre et le pilotage de ces 23 voies. Il faut jouer sur des différentiels. Il faut avoir des 23 voies pour celles qui sont sur le côté sanitaire conformes à l'usage avec de l'eau chaude sanitaire. Il faut des 23 voies étanches, donc un certain nombre de points à prendre en compte. Au-delà des 23 voies, c'est les positions de sonde de température dans le ballon solaire pour le pilotage de la vanne. Si on a, comme on va jouer au niveau du retour bouclage avec des températures qui vont être normalement supérieures à 50 degrés, il faut avoir des delta T suffisants pour éviter que ces 23 voies n'oscillent en permanence, mais il ne faut pas avoir des delta T trop élevés pour que ça puisse s'enclencher sur le réchauffage du bouclage. Donc, c'est des éléments importants. Donc, à noter que ce typologie de schéma, puisque a été intégré dans le livret Sokol dédié au bouclage sanitaire, au réchauffage du bouclage sanitaire par le solaire. Donc, ce livret qui a été mis à jour début 2020 et qui porte la référence boucle 3, donc où on retrouve pas mal d'éléments sur le dimensionnement et sur la mise en œuvre. Après, on a d'autres variantes où là, on va faire le choix d'avoir l'appoint qui va être intégré dans le même stockage eau technique et on va faire le choix d'avoir une installation qui soit complètement en eau technique, c'est-à-dire plus du tout de volume d'eau sanitaire. Donc, la typologie de ces installations, donc on le retrouve, un côté charge du ballon qui va être assuré à la fois par le solaire et par la chaudière d'appoint, et puis côté circuit de décharge préparation d'ECS, une station de production d'ECS équipée d'un échangeur, d'un circulateur et, règle générale, d'une détection de débit. Donc là, on va avoir des installations sur lesquelles la station d'ECS, elle va avoir un poids très très important sur la performance globale de l'installation,
Et là, il va falloir avoir des échangeurs qui soient suffisamment bien dimensionnés pour pouvoir valoriser correctement le solaire. Et typiquement, ce ne sera pas les échangeurs de ce qu'on appelle les stations d'ECS instantanées, qui sont généralement dédiées à la production d'ECS à partir d'un appoint uniquement. Donc, point de vigilance, la station de production d'ECS, le dimensionnement de l'échangeur, le pilotage de la station. En variante à cette installation en ensemble technique, la prise en compte du réchauffage du bouclage sanitaire, où là, on va la jouer avec un petit échangeur dédié qui va être dédié au réchauffage du bouclage sanitaire, qui va prendre l'énergie à partir du haut du ballon de stockage, mais ce haut de ballon de stockage, comme on le voit avec l'avoine 3 voies côté charge solaire du ballon, va pouvoir être alimenté par le solaire également. Donc là, ce petit échangeur, en général, on a des puissances qui sont relativement faibles. On a à la fois un débit qui est quasiment constant, des niveaux de température qui sont assez stables, des pertes thermiques qui sont relativement constantes dans le temps. Donc, on a une installation qui est très, très simple. Pour ces deux schémas présentés avant, donc redonner quelques éléments sur la station de production de CS. Il faut absolument imaginer un pincement de 5 degrés entre le primaire et le secondaire pour assurer un retour froid du primaire vers le bas du ballon de stockage. Et en général, on travaille avec un dimensionnement en équidébit primaire secondaire, donc ce qui va permettre d'assurer le mieux possible les retours froids. On va avoir aussi, puisqu'on va fonctionner en équidébit primaire-secondaire, on va avoir un pilotage du circulateur qui devra assurer, donc qui devra être en vitesse variable et qui devra assurer cet équidébit. Donc, ceci suppose obligatoirement une mesure sur le débit de puisage, pas uniquement un détecteur de débit, mais une mesure de débit de puisage qui sera raccordée au régulateur. Donc ça, il y a des stations préfabriquées qui existent chez différents fabricants qui répondent à ces objectifs, mais c'est vraiment le point clé de la performance de ces typologies d'installation. Comme pour le schéma précédent, puisque là, on a aussi un aspect bouclage, prise en compte du bouclage sanitaire. Ce schéma a été également intégré dans le livret Socol. Et son petit nom, c'est boucle 2 dans ce livret. Pour terminer, je vais présenter une installation donc qui consiste en un échangeur de production de CS qui est immergé dans le ballon de stockage en eau technique. Donc, les caractéristiques de cette installation, ses avantages, c'est notamment la simplicité de l'installation. On constate que par rapport à une installation solaire thermique où le stockage est en eau sanitaire, on n'a aucun élément actif complémentaire. On n'a que cet échangeur passif. Donc, on a une simplicité de l'installation majeure. De même, il n'y a pas besoin d'ajouter d'éléments de régulation pour la partie production ECS. Donc, en contrepartie de ces avantages, on peut noter l'inconvénient majeur qui est de disposer des échangeurs, des ballons de stockage avec ces typologies d'échangeurs, et souvent ça limite la taille des ballons de stockage. On a des modèles jusqu'à 3 voire 5000 litres de stockage, mais on est rarement au-delà.
un point de vigilance majeur, on peut faire face à des risques de sous-dimensionnement de l'échangeur ECS selon les typologies de ballons. Donc ça, c'est clairement un élément clé. Comme d'habitude, hein, les échangeurs sont des éléments clés des installations solaires. Donc là, on y revient avec le risque potentiel d'avoir un sous-dimensionnement, c'est-à-dire qu'on ne soit pas capable de valoriser avec un delta T suffisant l'énergie solaire qui a été stockée dans ce ballon. Donc tout ça, ça nous amène un petit peu sur une synthèse qui est que au niveau du groupe Sokol, il y a un travail qui est mené sur un livret spécifique dédié, donc spécifique à l'eau technique, dont le but du jeu sera de recenser, de rassembler toutes les informations techniques qui existent. Donc les résultats de l'Égiosol feront partie de ce livret technique, mais aussi les expertises des différents bureaux d'études sur les autres bureaux d'études exploitants maîtres d'ouvrage sur les autres typologies de schémas, avec comme objectif de donner des éléments qui permettront de sélectionner le schéma qui sera le mieux adapté à un contexte particulier. On a parlé des équipements médico-sociaux qui est le cœur du travail qui a été mené par l'Égiosol, par le consortium L'Égiosol. Mais au-delà de ça, on constate qu'il y a un souhait d'aller vers l'eau technique pour prendre ceinture et bretelles sur les installations de production d'eau chaude vis-à-vis du risque légionnel. Donc, il y a une demande forte d'aller vers ces installations-là. Mais le but du jeu, c'est de trouver la solution la plus adaptée au contexte. Et notamment, on va travailler sur les aspects critères de dimensionnement des principaux composants, sur les débits de puisage ECS à prendre en compte. Donc, on mentionne toujours les débits de puisage ECS pour les dimensionnements d'échangeurs, mais quel débit de puisage on prend? Est-ce qu'on prend les débits de puisage instantanés sur les débits 10 minutes? Est-ce qu'on prend ce qui est dans les différents DTU? Donc, il y a tout un travail qui est mené là-dessus pour amener après aux échangeurs de production de CS. Et puis, un point qu'il ne faut pas oublier, on a un fluide intermédiaire qui va varier en température et donc associé à ce fluide intermédiaire, il y a un vase d'expansion qu'il ne faut pas oublier et qu'il faut dimensionner correctement. Et à ce titre, du livret Sokol, toutes les contributions peuvent être les bienvenues. Voilà, on est à votre disposition pour recueillir vos recommandations, exemples, retours d'expérience, tout ce qui peut contribuer à enrichir la connaissance. Merci. Merci beaucoup, Philippe. Je profite tout de suite, puisqu'en fait, on est vraiment dans le vif du sujet, pour enchaîner sur une question d'Arthur Deprec, qui demande si le stockage en eau technique est pris en compte par le moteur RT, et notamment, je suppose, ceux qui ont été présentés ici. Eh ben, moi, j'avoue que ça me pose une colle. J'avoue que j'ai un doute. Il me semble qu'il y avait des schémas RT qui étaient en eau technique qui étaient pris en compte. Il me semble aussi, il me semble, mais j'avoue que il me semble aussi. Mais alors, il y a aussi une réponse qui est une réponse de Bourguignon, puisque je ne suis pas normand, mais qui pourrait être de dire que si des mises en œuvre très spécifiques, innovantes, bénéficient d'un titre 5, bien sûr. Donc après, ça peut être aussi de regarder les titres 5 de la RT qui ont été faits ces derniers temps et qui pourraient introduire, notamment au niveau des modules d'échange sanitaire, qui pourraient avoir cette formule, le solaire étant en amont. Mais voilà, ce qu'on peut peut-être ajouter. Oui, mais de toute façon, je vais vérifier pour être sûr et faire une réponse précise à cette question. Donc, je répondrai
répondrai par mail prochainement dès que j'aurai une réponse certaine en fait. Pour voir oui et lesquels ou non. Enfin, voilà. Très bien. Alors, j'ai eu un commentaire qui est un petit peu moins qu'une question, mais d'un des participants qui dit que il faut bien souligner que la surveillance de la légionnelle est super importante et réglementaire, alors que, et c'est le paradoxe, la surveillance de la production d'énergie solaire n'est, elle, pas réglementaire, mais qu'elle est tout aussi elle-même nécessaire. Donc voilà, c'est un commentaire que je transfère. Et que du coup, en fait, il peut y avoir éventuellement soit amalgame, soit il n'y ait pas forcément les deux qui soient faits, ce qui est indispensable, on le voit dans ce qu'on a un petit peu décrit depuis ce début de webinaire. Voilà. Alors, vraiment, n'hésitez surtout pas maintenant, puisque quelques-uns ont déjà utilisé le chat, on n'est pas tous à l'aise avec. Mais n'hésitez pas même à prendre la parole pour poser des questions. Je pense que c'est assez confortable parce qu'on a une vingtaine de minutes devant nous. Si le webinaire avait prévu cet horaire, donc on est tout à fait, je pense, ouvert à répondre à vos questions. Sachant qu'on a déjà Jean-Paul Louineau qui nous a pas mal abondé de ses questions et remarques, avec notamment le commentaire sur le dimensionnement des appoints ECS qui est déterminant. Avec bien sûr la réglementation qui pousse toujours au surdimensionnement et voilà, le fait que quand bien même on peut être très bon et essayer de faire le maximum côté solaire, derrière ça peut être un peu discret, enfin je dirais on peut détruire une bonne partie du travail. Alors sur cette question, pour la prochaine réglementation, on est en train justement d'essayer d'anticiper pour ne pas se retrouver avec une situation style RT 2005 BBC où la réglementation justement poussée au surdimensionnement et on a prévu de faire des simulations dans les prochains mois pour justement essayer de voir en fonction de ce qui va sortir de façon définitive pour la RE 2020 et l'écart éventuel qu'il pourrait y avoir entre les ratios de dimensionnement SOCOL et le dimensionnement entre guillemets suggéré par le moteur de calcul en fonction des niveaux qui vont être actés finalement, et pour justement d'une part vérifier si on a un risque de se retrouver dans ce même travers, et d'autre part, si c'est le cas, d'engager de la communication afin d'informer le maximum d'acteurs sur ce danger en fait. Ok, très bien. Alors, y a-t-il des questions, des remarques, des interrogations qui pourraient surgir? Ah. Bon, donc les choses semblent relativement claires. Moi, je souhaitais quand même rajouter sur cette histoire d'appoint que, bien sûr, un des points de vigilance quand même dans ces schémas-là, c'est que si l'appoint est réglé haut en température, quand on a production d'ECS, production de chaleur vis-à-vis de l'ECS. Bien sûr, derrière, on a des températures réglementaires qui ont été bien exposées pour éviter les risques de brûlure et qui font que, bien entendu, on mitige et donc il y a beaucoup moins d'eau qui passe par la préparation et là ça rejoint ce que venait à l'instant d'expliquer Edwige, et qui du coup font que le dimensionnement du solaire initial peut être largement trop important, puisque le passage dans le préparateur solaire est minimisé, et donc on se retrouve avec des risques de surchauffe liés à ce réglage des températures d'appoint très, très élevées. Ça fait partie des choses. Alors les coutumiers du solaire le disent toujours, mais c'est toujours bien un petit peu de le rappeler, cette maîtrise d'une température de consigne à point qui doit être quand même bien maîtrisée, qui est juste ce qu'il faut. Et justement, les télésuivis de temps en temps permettent aussi de surveiller cette température. Voilà, ça fait partie des choses importantes.
Alors, on a une question d'Arthur de Prec qui demande, a-t-il été envisagé une eau technique pure sans ajout de glycol autre et quels seraient les avantages et inconvénients? Alors, je me demande ce que pourrait vouloir dire eau technique pure. Donc peut-être si Arthur est prêt à prendre la parole, parce que étant donné qu'en général on a quand même un échangeur entre le solaire et la partie eau technique, donc du coup il n'y a pas de glycol dans la partie eau technique, je m'interroge. Donc peut-être si Arthur souhaite prendre la parole. Ah, je vois oui. Ah, on peut. Allô? Voilà, super, allez-y. Ah, d'accord, je pensais pas que je pouvais parler. Oui, bah, justement, l'idée, ça serait de supprimer cet échangeur entre le ballon et puis le panneau solaire. Oui, alors c'est une excellente question. Qui dit suppression de l'échangeur veut dire circuler en eau dans les capteurs. Et ça, justement, c'est une question qui, chez les spécialistes du solaire et chez on va dire même les anciens du solaire, ça a déjà été fait hein, il y a quelques années, mais ça nécessite de pouvoir avoir une stratégie de protection contre le gel, hein, puisque même si vous habitez même en Corse, voire à l'extrême sud de la France, hors de territoire d'outre-mer, nous sommes tous sujets au risque de gel en France métropolitaine, continentale. Du coup, il y a des choses qui sont en train de se faire, de se développer pour essayer de faire notamment, par exemple, de l'auto-vidange en eau collective Oui, voilà. qui permettrait effectivement de s'affranchir de cet échangeur supplémentaire avec un petit aménagement, notamment par rapport au schéma qu'a montré Philippe, le dernier schéma qu'il a présenté. C'est quelque chose qui est en cours de développement par un industriel en France, effectivement. Mais voilà, c'est quelque chose qui n'est pas encore massivement répandu puisqu'il demande beaucoup de précautions. Mais effectivement, ça fait partie des pistes qui pourraient être très intéressantes d'optimisation, tout en gardant une simplicité assez importante de ce type de schéma. Du coup, je me permets parce que on en avait discuté avec des collègues. Je crois que le glycol permet aussi de monter plus haut en température et que du coup, sans glycol, on pourrait perdre en rendement. Non, c'est pas vraiment une raison. Ça, je peux vous le dire. C'est plus que le glycol possède certaines propriétés de viscosité, enfin pour des logiques d'auto-vidange qui peuvent être intéressantes. Mais en fait, entre eau et eau glycolée, on a plus après un risque de transformation de l'eau glycolée par rapport à des hautes températures, qui est quand même une vraie question, même si des progrès ont été faits. Mais c'est beaucoup plus le glycol, c'est un petit peu comme le vase d'expansion. Dans plein de cas, c'est un petit peu le business as usual, enfin, la solution classique qui est connue, maîtrisée par les spécialistes et qui est utilisée par sécurité. Puisqu'un capteur qui gèle est un capteur qui est condamné à être remplacé en général. Ok, merci. Voilà. Alors, on a une question de Jean-Paul Louineau qui demande: ne devrait-on pas bannir les mitigeurs, quitte à faire du solaire moins chaud? Alors, peut-être, Jean-Paul, si tu souhaites prendre la parole, parce qu'effectivement, c'est une question voilà, qui mérite d'être peut-être étayée. Oui, bon, c'est un peu une table, mais effectivement, nous, les solaristes, on aime bien monter les ballons à 85 degrés, puisqu'on se dit on stocke l'énergie solaire quand il y en a. Mais finalement, si à cause de ça, on doit mettre un mitigeur, soit sorti de ballon solaire, soit sorti de la pointe, si la pointe peut aussi lui tenir haute température, il faut peut-être se poser la question de ne pas mettre de mitigeur. Et du coup, tant pis, d'arrêter le solaire, quand le ballon est à 70, on arrête, tant pis. Mais du coup, je sais qu'en distribution, j'ai quasiment pas besoin de mitigeur. Voilà, je pense que c'est
Alors, ouais, c'est une question qui est super intéressante, Jean-Paul, parce que grâce au suivi qui a été fait sur pas mal d'installations historiquement, et je pense que l'INES aussi l'a constaté, en fait, à partir du moment où le ballon solaire monte assez haut en température, paradoxalement, puisque en général, dans des schémas un petit peu traditionnels, le bouclage revient entre le solaire et la pointe, et la production d'appoint. Sachant que le retour de bouclage revient quand il est conforme au-delà de 50, mais bien sûr en dessous de 60, en fait, on a toujours cette fonction à partir d'un ballon solaire qui pourrait avoir de l'eau à 85 degrés, tout simplement la loi des mélanges qui fait que, en fait, on a la garantie que l'eau mélangée issue des deux, bouclage plus solaire, quand il y a puisage, en fait, redescend en température relativement rapidement et systématiquement pour que finalement, derrière, l'appoint se déclenche ou se déclenche pas, mais le risque de brûlure est extrêmement fortement limité. Et donc, en fait, quand bien même le mitigeur est toujours obligatoire, en fait, énergétiquement, on perd finalement assez peu d'énergie en étant chaud en solaire. Et ça, c'est vraiment du mesuré sur des installations depuis à peu près une vingtaine d'années, hein, depuis le redémarrage du plan solaire en 2000. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ou même un petit peu des… Parce que j'avoue que la partie de Philippe amenait à beaucoup de, je pense, d'informations techniques sur les produits, sur les tendances actuelles. Donc, vraiment, n'hésitez pas, hein, puisque vous avez à disposition des gens qui ont pas mal creusé les différents schémas. Sinon, ben voilà, je pense on va pouvoir clôturer. On a une dizaine de minutes d'avance, donc tant mieux. Je pense que… De toute façon, après, si certaines personnes ont des questions qui leur viennent a posteriori ou en relisant les présentations, puisqu'elles seront disponibles aussi sur le site, il est toujours possible d'envoyer un message et puis de poser la question qu'on pourra transmettre à la personne concernée. Ouais. Oui, tout à fait. Hein. Si vous avez glané au fur et à mesure des questions par rapport à ce qu'on a évoqué, vraiment, n'hésitez pas. Nos adresses mail sont assez connues, je pense, parmi, je vois, les participants. Et donc, ça doit vraiment, à mon avis, servir de base aussi cette réflexion. C'était l'objectif, c'est un peu la conclusion qui fait suite à mon introduction. Hein. C'est que vraiment, ce projet Légiosol a posé des bases scientifiques vraiment cohérentes et vraiment poussées, et qui permettent maintenant vraiment on va dire, dépassionner les échanges ou les risques vis-à-vis du duo solaire thermique établissements médico-sociaux. Et j'en profite également parce que c'est aussi, je pense, la tribune qu'on a dans ce type de webinaire, pour vous rappeler qu'il y a encore quelques temps, c'était compliqué de réhabiliter des installations qui ne fonctionnaient pas, notamment dans le médico-social, parce que financièrement, c'était un petit peu la double peine. Et grâce à l'ADEME et à sa récente procédure, on a la possibilité de cofinancer des travaux en réhabilitation. Donc, notamment des installations qui auraient posé problème et qui ne sont pas en bon ordre de marche par rapport à ces différentes mises en œuvre et à l'utilisation médico-sociale, elles peuvent être aidées dans une procédure complète audit réhabilitation. Donc, je pense que c'est vraiment une opportunité et bien sûr, au-delà du médico-social, bien sûr. Voilà, je ne sais pas, beaucoup. Je te laisse, Edwige, peut-être conclure. Oui, voilà, merci Daniel pour cette animation. Merci à tous les intervenants pour la qualité de leur présentation et puis leur disponibilité et leur travail. En tous les cas, c'est très intéressant et comme l'a souligné Philippe, on est en plein dans le sujet là avec Sokol. Donc voilà, je réitère son invitation, hein, si vous souhaitez contribuer au groupe de travail, y participer. Il y a plusieurs niveaux de participation. Hein. C'est pas forcément des jours et des semaines de travail. Ça peut être de la relecture ou
voilà, être maintenu dans la boucle si le sujet vous intéresse. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de moi et puis voilà, je verrai ensuite pour vous mettre dans la boucle. En tous les cas, merci à tous de votre participation et puis à bientôt pour un prochain webinaire.